Je m'appelle Thomas Dannen, je suis avocat et associé au cabinet Beyond. Alors Beyond a une particularité, c'est qu'il accompagne énormément de startups sur toute une série de problématiques ou de sujets, les levées de fonds, la propriété intellectuelle, la vie privée, les contrats commerciaux et aussi quelques questions fiscales comme le tax shelter ou la rémunération de droits d'auteur. Alors la levée de fonds, de manière très générale, c'est le financement d'une société, mais ça peut couvrir vraiment différentes réalités. Ça peut aller du prêt bancaire, ça couvre aussi les subsides qu'on peut recevoir de différentes autorités, que ce soit la DG06, Innoviris. Ça couvre aussi donc, les financements de particuliers dans des sociétés sous la forme de prêts convertibles ou encore d'investissements en capital dans les sociétés, ce qu'on appelle le capital à risque. Alors pour les jeunes étudiants qui vont souvent rechercher quelques milliers ou peut-être dizaines de milliers d'euros, 20 000, 30 000 euros pour valider un petit peu leur idée, donc ils vont créer un premier proof of concept qui vont essayer de tester l'attraction, la validité de leur projet. Souvent, ce que l'on voit, c'est qu'ils vont chercher d'abord de l'argent auprès de leurs proches. C'est ce qu'on appelle les 3 F, Full, Friends and Family. Il y a aussi d'autres moyens, tels que le crowdfunding, qui marche pas mal pour ce genre de projet. Il y a des plateformes crowd aussi qui vont justement vous permettre d'aller chercher des fonds auprès de vos proches. Et il y a tout ce qui est financement public, c'est ce qu'on appelle les prêts d'amorçage. C'est souvent de la dette convertible qui est octroyée par les fonds publics généralement. C'est-à-dire c'est de l'argent que l'on prête et qui pourra être plus tard converti en capital par les investisseurs. C'est généralement quelque chose qui se fait assez facilement, puisque les 3F ne vont pas commencer à discuter les conditions de leur investissement. On va soumettre quelque chose de simple. On va essayer de faire quand même de cadrer cela dans une convention. On va garder les choses assez simples parce qu'il y a de toute manière une relation de confiance qui est forte. Et comme on se trouve à un stade très précoce du projet, il y a un risque évidemment qui est extrêmement élevé dans ce type d'investissement et normalement c'est quand même bien connu de la part des investisseurs. Donc rester sur quelque chose de simple au niveau du cadre juridique de ces investissements-là. Mais quand même prévoir quelque chose par écrit, ça rassure quand même les investisseurs. Tout ce qui est plateforme de crowdfunding, il y a différentes réalités. On voit du crowd qui se fait en pré-vente, hein. Donc il y a plusieurs plateformes sur lesquelles en fait on met un projet, même un concept qui va être produit plus tard et on fait ce qu'on appelle du pre-sale. Et donc, ce n'est pas vraiment de l'investissement dans la société, c'est vraiment de la prévente. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien, qui permet en plus de valider le produit et d'avoir déjà un premier retour des potentiels clients sur le produit, le service qu'on développe. Le deuxième type de plateforme, c'est évidemment les plateformes plus classiques d'investissement. Ça peut être soit en prêt, soit en capital. Et là, effectivement, il y a beaucoup de plateformes, pas mal de sites. Il y en a, comme je vous disais, une qui est particulièrement indiquée pour aller chercher les Full Friends and Family. Il y en a d'autres plus classique. Bon, évidemment, il y a Spreads qui est la plus connue en Belgique. C'est là qu'est le gap parfois entre ce que les gens attendent et ce qu'ils reçoivent d'une plateforme de crowd, c'est qu'ils pensent qu'ils vont développer leur communauté grâce au crowd. Or, tu as tout à fait raison, il faut déjà avoir sa communauté et alors essayer d'utiliser le crowd pour amplifier et faire ce financement. Mais le crowd ne va pas créer la communauté, pas toujours. Par exemple, lorsque on lance le projet et qu'on n'est pas encore sous forme de société, il y a les bourses de préactivité, ça tant en région wallonne qu'en région bruxelloise, ça répond à des conditions différentes puisque c'est des aides régionales. Ensuite, il y a tout ce qui est subsides, avances récupérables, qui peuvent être des projets que l'on soumet à la DG06
en Wallonie ou à Innoviris. Il y a après tout ce qui est financement par le public, donc ce que je disais, les investisseurs publics, ça va être la série B à Bruxelles, ça va être la série W en région wallonne, ça va être le fonds Wing, ça va être les investisseurs publics tels que Meusinvest, Sambre Invest, etc. qui, eux, vont partir de prêts d'amorçage convertibles de l'ordre de 50 000 euros à des levées de fonds beaucoup plus importantes. On a des levées de fonds à laquelle la série W intervient à plus d'1 million d'euros pour des startups. Au niveau de la région flamande, il y a également une bourse de préactivité et il y a des fonds d'investissement aussi flamands et des aides via Vlaio. Notamment, il y a aussi iMinds qui aide les entrepreneurs. Donc, il y a pas mal aussi de ressources de ce côté-là. Alors, les investisseurs privés en Belgique, donc si on va être sur les toutes premières levées de Précide, on va aller voir évidemment les 3F, Full Friends and Family. Après, si on veut monter sur des investissements complémentaires, plus importants, et souvent on va jouer avec les fonds publics privés, on va aller voir des fonds publics et on va aller chercher de l'argent privé, puisque là on ne va pas trop, le public n'accepte pas d'investir sans le privé, et le privé aime bien que ce soit complété par le public. On va aller voir des business angels principalement, là-dessus, pour cela évidemment il y a le club B Angels qui est très réputé et qui donne quand même de bons résultats. En Flandre, c'est BAM Vlaanderen qui est assez efficace aussi. Sinon, il faut un peu chercher, c'est un peu aux alentours d'investissement pour 100 à 300 000 euros. C'est un peu la difficulté en Belgique, à part B Angels, de trouver des investisseurs. Il faut vraiment aller chercher dans les réseaux. Après, quand on monte sur des financements de l'ordre de 750 000 euros et plus, là, on va aller voir en privé, on va aller voir pour des tickets de ce montant-là, on va aller voir plus des VC, c'est-à-dire vraiment des experts des fonds d'investissement, experts de l'investissement dans les startups. Et alors là, ça peut monter sur des montants beaucoup plus importants, mais c'est vraiment une autre démarche et d'autres exigences aussi de la part de ces professionnels de l'investissement. Ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre souvent, c'est le manque de préparation au niveau même financier, parce que juridique, ça c'est encore autre chose, mais financier, c'est-à-dire que les porteurs de projets ne sont pas toujours capables de défendre très bien leur valorisation, parce que ça, c'est la question évidemment de la levée de fonds, c'est la valorisation. Donc moi, mes conseils là-dessus, c'est évidemment d'avoir une valorisation et de savoir la défendre, de pouvoir expliquer aussi ce qui va être fait avec l'argent qui est levé, c'est quoi le projet, pourquoi est-ce qu'on lève des fonds, ça reste aussi une question fondamentale, parce qu'il n'est pas toujours pertinent de lever des fonds. Si aussi on s'engage dans cette aventure de levée de fonds, notamment avec des VC, ça veut dire aussi qu'on a un projet qu'on veut porter quelques années pour le vendre, parce que les VC, ils n'investissent pas pour rester actionnaires à long terme dans une société. Donc il faut savoir que c'est pas la PME qu'on va garder toute sa vie, mais c'est vraiment un projet qui va être porté quelques années, vraiment en cherchant une croissance la plus forte possible pour réaliser une vente et un retour sur investissement relativement rapidement, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans. Lorsque l'on traite avec des business angels ou des fonds d'investissement, on va avoir des exigences un peu plus fortes de leur part, évidemment, pour protéger leur investissement. C'est des gens qui sont beaucoup plus professionnels. Quel type de clause, par exemple, peut-on trouver ? Il y a le ratchet. Le ratchet, qu'est-ce que c'est ? Ça permet à des investisseurs de voir le retour sur investissement corrigé, dans la mesure où la start-up devrait faire une levée de fonds à une valorisation inférieure à un tour suivant. Donc un investisseur investit sur une valeur d'1 million et 1 an et demi après, la start-up fait une nouvelle levée de fonds où la valorisation est de 750 000 euros. C'est un down round, donc c'est vraiment ce que tout le monde craint. Et dans ce cas-là, on va dire, eh bien, les investisseurs, on va considérer qu'ils ont investi à cette valeur de 750 000 euros ou à une valeur moyenne si on fait un average ratchet. Et donc, on va leur
on va les reluer, ce qu'on appelle une relution, donc on va leur redonner plus d'actions pour l'investissement qu'ils ont fait. Alors, une autre clause qui est classique, c'est la liquidation préférentielle, c'est-à-dire que l'investisseur va exiger, en cas d'exit, donc revente des actions, revente de tous les actifs de la société, et bien de récupérer, d'avoir un retour sur investissement prioritaire par rapport aux autres actionnaires ou aux fondateurs, et donc va recevoir en priorité au moins un retour sur son investissement, et parfois ils vont demander évidemment donc de récupérer leur investissement et puis d'avoir des intérêts complémentaires ou un multiple de leur investissement en priorité. Donc tout ça, c'est évidemment une question de négociation. On a souvent des entrepreneurs qui demandent des contrats de confidentialité parce qu'ils vont parler de leur projet à des investisseurs. Nous, on est ouvert pour prévoir des contrats de confidentialité lorsque les entrepreneurs vont parler soit avec des partenaires commerciaux ou des partenaires industriels, parce que là, évidemment, ils vont dévoiler un certain nombre de choses sensibles à des gens qui sont capables de mettre en œuvre le projet également. Donc ça peut être des NDA qui sont même accompagnés de clauses de non-concurrence, ce qui est plus sensible à exiger évidemment. Par contre, lorsqu'on va voir des investisseurs qui sont souvent des investisseurs financiers, qui n'ont pas spécialement les compétences pour mettre en œuvre un projet concurrent, ça nous semble parfois un peu délicat. Alors là, il faut vraiment l'éviter, c'est quand vous allez voir des VC, vraiment des venture capitalistes. Dans ce cas-là, pour en avoir déjà discuté avec eux et avec différents, s'ils reçoivent des projets, et souvent ils reçoivent une dizaine de projets par jour, plus ou moins les gros VC, s'ils reçoivent un projet, une demande de financement qui est accompagnée d'un engagement de confidentialité à signer, eh bien ils mettent le projet à la poubelle, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas le minimum de confiance nécessaire entre eux, et ils se disent que les gens comprennent assez mal ce qu'ils font, puisque c'est des gens qui n'ont pas le temps de commencer à mettre en œuvre les idées qui sont proposées par les gens qui viennent chercher les financements. Lorsque l'on postule pour un financement d'un VC, il faut faire attention à ce point-là, ça peut être vraiment un retour de boomerang assez négatif. Quel type d'investisseur je souhaite, parce que ça c'est aussi une question importante. Tous les investisseurs ne sont pas pertinents, ça dépend des montants, mais ça dépend aussi de la mentalité, des valeurs des gens. Je pense qu'il faut éviter quand même de se retrouver avec des actionnaires qui ne partagent pas les mêmes valeurs que les entrepreneurs. Il faut mépriser les hauts et repriser les bas, c'est-à-dire il faut savoir entendre les critiques qui sont formulées. Je pense que c'est ça qui est intéressant quand on va voir les gens. Les investisseurs, c'est quand même des gens qui ont de l'expérience. Donc il faut savoir entendre la critique pour s'améliorer, mais il faut garder la tête haute et continuer à persévérer et savoir un peu faire le juste milieu entre la critique qui est faite pour améliorer, et puis il faut parfois aussi continuer à foncer et ne pas entendre ce qui donne toujours les mauvais présages, et donc il faut persévérer.